merci beaucoup Patricia d'être venue ici et puis de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on va te poser aussi ici. Donc en fait, on fait partie du groupe Les Amis de Patricia. Et voilà, donc en fait, pas possible. On est tous ici de façon collégiale. Les amis de qui? De Patricia. Non. On a fait des questions en fait un petit peu parce que Joël a créé cette chaîne en fait où il y a beaucoup de tes conférences qui sont présentées et sur cette chaîne on avait envie d'avoir une petite interview exclusive pour pouvoir un peu voilà. Très volontiers. On sait ça me fait très plaisir. Voilà. Je suis très émue. Pas plus que... Pas autant que moi. Donc en fait, premièrement, là, par rapport à ton dernier livre, on s'est beaucoup posé la question, en fait, tu as dit qu'on pouvait vivre simultanément dans d'autres dimensions. En fait. Peux-tu nous expliquer un petit peu ça? Qu'est-ce que c'est que c'est peut-être un peu direct, mais... Non, mais tu sais Aurélien, je vais t'expliquer que ce que je comprends, ou ce que j'ai appris, ou ce que je sais, mais ça ne veut pas dire que je le comprends forcément dans toute sa complexité. Quand Walter Hofer me parle, il me dit qu'on est là, mais qu'on est ailleurs en même temps, c'est-à-dire qu'au moment où je te parle, au moment où je parle devant cette vidéo, je suis ailleurs, peut-être, même sûrement, peut-être dans un temps plus lointain, je suis après, je suis peut-être avant, dans le passé et dans le futur. En fait, ce qu'on apprend, et ça la physique quantique le définit aussi aujourd'hui beaucoup mieux que moi, c'est que nous sommes ici maintenant, comme le temps n'existe pas, nous sommes ici maintenant, mais qu'en même temps, nous sommes ailleurs, nous sommes après, nous sommes avant. Alors moi, ce que j'ai compris de ce que disait Walter Hofer, c'est que nous vivons un petit peu de manière stroboscopique. C'est-à-dire que si si on découpe le temps, on nous voit ici, mais on va nous voir après, et on nous voit avant. Voilà. Et nous sommes dans l'instant T, nous sommes ici, mais si on continue le visionnage, qui n'est plus visible de nos yeux, mais qui est perceptible sans doute, nous sommes encore et déjà après. Et donc il y a une forme de vie, et on vit simultanément dans d'autres dimensions, en même temps. Temporelles, voilà. et d'autres dimensions aussi extratemporelles. Exactement, c'est-à-dire que nous sommes dans cette dimension-là après, mais nous pouvons être aussi dans d'autres dimensions, à d'autres moments. Nous pouvons même aussi, ce qui s'appelle le don d'ubiquité, et si on en parle, c'est que ça existe et que ça existait, nous pouvons être ici et ailleurs, visibles d'autres gens dans cette dimension en même temps. Donc, si nous commençons à pointer du doigt la complexité de l'être humain, on n'en a pas fini, et surtout elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus étendue que ce qu'on peut imaginer. Ce qu'on appelle la réalité, en fait, elle est multiple, en fait, cette réalité. Il y a une multiplicité, mais en tout. À partir du moment où on commence à définir quelque chose dans le paranormal, on est déjà dans l'incertitude, on est déjà dans l'insuffisance. Moi, ça fait faire 30 ans maintenant que je suis dans le paranormal et que j'étudie des choses, des phénomènes avec d'autres gens. À chaque fois qu'on a commencé à circonscrire le problème, on s'est rendu compte que le problème était plus vaste. Et quand on a commencé à s'intéresser, on va dire, à l'amplification du problème, c'était encore plus ample. On ne peut jamais s'arrêter. Il y a un infini dans toute chose, et nous sommes des êtres infinis. Donc notre société qui essaye de un peu tout définir et de mettre dans des... Oui. C'est incohérent avec le sens de la vie au final. Nous passons notre temps à prendre des raccourcis pour tout. On fait des raccourcis pour tout. À l'époque, il y a 30 ans, on parlait de faire passer par exemple des âmes dans la lumière. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde se définit, ou presque, ou beaucoup, de passeurs d'âme. On n'entend plus parler que de ça. Il y a une mode du passeur d'âme. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui soit affilié à faire passer les âmes. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de spécificité. Et puis, on se rend compte que toutes les âmes ne sont pas faites pour passer dans la lumière. Il y a des gens, des morts, qui doivent rester ici encore. Ils ont des choses à y faire. Et on ne peut pas chasser tout le monde d'un coup de pied au derrière dès qu'on arrive quelque part. Donc, il faut relativiser et il faut essayer de comprendre les phénomènes sans les réduire. Et notre problème actuel est dans cette société où tout est réduit, mais tout est réduit d'une façon grotesque,
Le problème avec le paranormal, c'est que dès qu'on en parle, ça devient grotesque, très vite. C'est-à-dire que tout est tellement réduit sans explication scientifique ou pseudo-scientifique ou sans tentative de bon sens dans les explications, que ça n'a plus aucun sens. Et moi, je vais même aller plus loin, Aurélien. Je trouve qu'aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure en off, il y a 10 ans, je sortais mon premier bouquin. Il y a 30 ans à peu près, je rentrais dans le paranormal à cause de ce qui m'était tombé dessus, on va dire ça comme ça. Et j'ai rencontré des gens d'une qualité extraordinaire il y a 30 ans. Des scientifiques, des gens qui avaient des recherches spirituelles, des recherches scientifiques qui étaient formidables. Aujourd'hui, nous avons voulu vulgariser le paranormal. Et aujourd'hui, le paranormal est devenu vulgaire. C'est-à-dire que quand on voit beaucoup de choses, quand on lit beaucoup de choses, ça n'a plus ni queue ni tête. Ce ne sont que des vérités ressassées, que l'on connaît d'ailleurs, on ne découvre plus rien, mais qui présentent des raccourcis que plus personne ne peut expliquer, puisque ce sont des raccourcis qui deviennent grotesques. Donc je dis qu'il va falloir repartir à zéro, et il va falloir qu'on recommence à parler du paranormal d'ici peu, d'une autre façon. Et alors comment on va pouvoir réaborder le paranormal? Parce que tout le monde s'y est intéressé, mais de façon faussée au final. Oui, parce que quand on aborde le paranormal, on ne peut pas aborder l'inexpliqué sans avoir de la spiritualité. Alors je m'explique. Je ne sais plus qui a dit l'être humain n'est pas un être qui est là pour éprouver une expérience spirituelle, c'est un être spirituel venu éprouver une expérience humaine. Mais on a oublié que nous sommes des êtres spirituels et on a complètement chassé toute spiritualité, c'est-à-dire qu'on l'a recréée artificiellement. Toutes les spiritualités aujourd'hui sont recréées artificiellement. Des gens vous disent « Oui, je suis en train de devenir spirituel », comme si on devenait spirituel. Nous sommes spirituels. On reparle de la spiritualité comme si c'était quelque chose qu'on devait pratiquer, comme on pratique le vélo, les arts martiaux, un entraînement spirituel. C'est pas ça. La spiritualité, c'est une capacité de l'être humain d'approfondir. Or, on voudrait aujourd'hui aller vite, faire des formations pour devenir grand voyant médium en 2 semaines, voir des expériences inexpliquées en 3 jours avec des formations par le net, mais que ça aille vite et qu'on devienne des êtres prodigieux avec pignon sur rue, plaques, honoraires, etc. C'est la déviance absolue. On s'est trompé. On s'est trompé. On est reparti dans un monde où la mondialisation a fait que tout a une valeur marchande et on a cru que cette chose-là a une valeur marchande. Ce n'est pas une valeur marchande. Je continue à le dire et je continuerai encore à le dire jusqu'à ma mort. Tu l'as toujours dit. Toujours, je l'ai dit, ce n'est pas une valeur marchande. C'est la nécessité que chacun de nous exploite son côté spirituel. La spiritualité, ça passe par beaucoup de chemins, mais on doit l'approfondir. C'est un travail de tout instant. Les gens ont pensé qu'en s'intéressant au paranormal, ils devenaient spirituels. Ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est quoi? C'est la foi. C'est le chemin de la foi. Quand je parle de la foi, je ne parle pas forcément de christianisme, pas plus que du judaïsme, pas plus que d'islam. Je parle d'un chemin de foi, c'est-à-dire de force intérieure qui guide notre esprit, qui guide notre chemin, qui n'a rien à voir avec le monde de ces pratiques un peu ésotériques, un peu, j'allais dire, sportives, que l'on voit, ou même quelquefois presque esthétiques, parce qu'on a confondu le bien-être et la spiritualité. Et ça, c'est le grand problème. On a parlé de spiritualité, moi il y a 10 ans je parlais de spiritualité, c'est devenu dans la bouche de plein de gens du bien-être. C'est-à-dire, comment je fais pour aller bien? Mais moi, je ne vous parle pas d'aller bien. Le chemin de la spiritualité, le chemin du paranormal, c'est un chemin où on se casse la figure, on ne va pas bien, parfois. On se pose des questions, et quand on ne va pas bien, on cherche la raison. Et c'est simplement vivre et trouver des solutions Absolument. Et Absolument. D'évoluer, intérieurement, de passer les étapes. C'est ça, et on confond ça avec le bien-être. Pas besoin de faire d'autres recherches. Mais non. Comme tu dis. C'est pas du bien-être. On est dans un chemin de foi dans la spiritualité, d'un chemin épineux, avec des obstacles, avec des passages. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on a des gens qui se disent médiums, qui vous font des massages,
qui vous font, qui vous font des séances d'hypnothérapie, et après ça devient un massage je ne sais quoi, et puis après on contacte les morts, après on fait des massages avec des morts à côté de soi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est absolument... C'est devenu un business. Voilà. Mais c'est devenu mais un business fait sur du n'importe quoi, surtout. C'est des chemins qui se sont ouverts à travers les réseaux sociaux et à travers cette société du rapide et du superficiel. On a trouvé des créneaux. On a parlé de choses qui donnaient des petits frissons dans le dos. On s'est enfilé là-dedans et on a fait sa petite soupe. Et de ce fait, tous les gens qui ont fouillé, tous les gens qui ont cherché depuis des années, n'ont plus envie d'être là-dedans. Oui, ça étouffe. Au final, ça étouffe. On sort. Moi, je sors. Je veux sortir du... Oui, tu nous en parlais tout à l'heure. Je veux sortir de là-dedans. Je ne veux pas être avec tous ces gens qui se disent ceci, cela, qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on a un frisson. Oh, j'ai un frisson, je crois que je suis médium. Non, non. On me dit que je suis médium, je voudrais savoir ce que je peux faire avec mon don. Mais qu'est-ce que tu as comme don? Parce que tu ressens des énergies. Non, là, tu es humaine. Quand on rentre dans une maison, qu'on a des frissons, qu'on ressent des choses, on est humain, on n'est pas médium. Être médium, c'est voir les morts, c'est parler avec, c'est communiquer. C'est les faire parler. C'est ça. C'est ça et c'est pas autre chose. Je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure et aujourd'hui c'est vrai que cette société a dévié depuis une dizaine d'années, mais ça a dévié très rapidement. Depuis les 5 dernières années, ça a basculé complètement et dans le grand n'importe quoi. Et moi, je veux sortir de ça. Je ne veux plus être confrontée à tout ça. Je veux vraiment qu'on parle de spiritualité, mais de vraie spiritualité, avec un chemin dans lequel on s'engage, avec des phénomènes sur lesquels on ne va pas porter un œil avec multiples interprétations gratuites et qui correspondent à son degré d'éducation, son degré de culture, mais on va chercher, et on va chercher des solutions, on va les chercher, même si ça doit durer longtemps. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas essayer de trouver une explication. Et quand une plume tombe d'un nid quand vous vous baladez, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un ange qui passe. Ça ne veut pas dire forcément que c'est un mort qui vous salue. Ça peut être aussi une plume qui tombe. Il faut savoir faire la différence entre la plume qui tombe sans aucune signification et la plume qui va tomber étant un message. Aujourd'hui, on prend tout pour argent comptant, mais tout pour message. Tout devient message, ça devient ahurissant, de bêtises, mais de bêtises. Et là, je dis attention, on est en train de désacraliser, on est en train de perdre le sens. Il y a une sacralité dans tout ça. La spiritualité est sacrée. Tout ce qui fait fonctionner l'homme, tout ce qui fait fonctionner l'esprit, dans ce qu'il a de plus mystérieux, de plus envoûtant, de plus fort et de plus caché, c'est sacré. On ne peut pas le réduire à une espèce de produit marketing. Donc il faut travailler, il faut éprouver, continuer l'introspection. Aller mal, aller bien, continuer son chemin. Je vais mal, je n'ai pas de solution à mon problème pour l'instant, je l'aurai peut-être demain, mais je vais m'atteler à le trouver. Encore une fois, la rapidité et le côté pratique de notre société ne peut pas s'appliquer à la spiritualité. C'est comme ça. L'inadéquation entre la société actuelle et la spiritualité. Absolument. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de bien-être, ça n'a rien à voir. Je parle de vraie spiritualité, ce qui vous guide, ce qui fait que vous vous trouvez sur votre chemin, que vous trouvez votre chemin, quel qu'il soit, avec des moments où on tombe aussi. Oui, bien sûr. Hein, on le sait. Si on lit la vie des saints, si on est chrétien, comme ça on tombe et on se relève. Et puis quelquefois on ne se relève pas. Mais on est dans la voie spirituelle. Et je crois qu'il faut recentrer les choses. Par contre, si on veut faire du bien-être, on se fait un petit massage, on se fait faire un petit peu de détente, ça n'a rien à voir. On peut être détendu, faire du sport, se faire masser et n'avoir aucune spiritualité développée. C'est deux choses complètement différentes. Complètement. Voilà. C'est quelque chose de très personnel, la spiritualité. En fait, on a chacun notre propre chemin, notre propre évolution qui répond à aucune autre, en fait. Absolument. Absolument. Et on se rencontre, on discute et ça nous apporte justement des pistes. Mais c'est très personnel en fait. C'est très personnel et puis ça correspond, ça doit correspondre à quelque chose qui est vrai, qui résonne vraiment. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la spiritualité, si vous parlez à quelqu'un d'autre qui est sur un chemin similaire, ça doit répondre, ça doit résonner, ça doit correspondre à quelque chose. Mais ça ne peut pas être du mensonge. Non. Non, on ne peut pas se mentir longtemps dans cette voie-là.
On ne peut pas se mentir longtemps dans cette voie-là. On ne peut pas faire semblant très longtemps. D'ailleurs, ceux qui font semblant ne restent pas longtemps sur le chemin. On les voit partir ou disparaître aussi vite qu'ils sont arrivés. Comme les faux amis, un petit peu. Un petit peu pareil, c'est un petit peu pareil. Voilà. Et c'est vrai que c'était un peu mon coup de gueule, alors j'ai un peu dévié de Non, mais c'est bien, c'est ta super question. bien, parce que l'idée elle est d'échanger, puis ouais, c'est justement super intéressant, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu cette profusion là, sur Internet, on ne sait plus où on en est en fait. Si on recherche, si on n'arrive pas vraiment à ressentir ce qui est juste, on peut aller dans n'importe quoi. On va dans n'importe quoi, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui ont des théories, il y a beaucoup de gens qui ont des pratiques et des disciplines de plus en plus étendues, avec des multiplicités de disciplines pour une seule personne, qui est ceci, cela, qui vous parle de ceci, cela, qui vous parle comme un gourou, parce que souvent les gens vous parlent comme des gourous. En fait, c'est vrai qu'ils vous disent de les suivre, ils vous parlent comme une espèce de... Alors, ils ont souvent des postures, des décors ou des choses qui vous amènent à penser qu'ils sont dans un rite sacré, etc. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. On est dans la vérité, et même les vrais chamans, je connais une chamane amérindienne avec qui je communique très souvent, qui est au Canada, qui n'a pas toutes ces postures, qui est dans la vie, qui est simple, qui n'a pas besoin de se munir de plumes pour montrer qu'elle est chamane, et qui est une vraie chamane amérindienne qui vit sur le mont sacré, le mont Saint-Hilaire. Et je pense que la vérité, c'est la simplicité. Vous retrouverez les gens vrais dans leur grande simplicité et dans leur grand bon sens surtout aussi. D'accord, merci pour cette belle réponse. Alors, on enchaîne les questions. Oui, on va enchaîner, oui. Donc en fait, là ça part sur autre chose. En fait, Walter, à un moment, il a voulu te révéler ta vie antérieure. Oui. Et à un moment, alors soit tu ne l'as pas écrit dans ton livre, ou soit tu n'as peut-être pas voulu savoir plus, et pourquoi en fait? On s'est posé cette question. Ce qui m'a fait peur, alors il faut bien se remettre dans le contexte. On est pendant le confinement, c'est-à-dire que c'est le premier confinement, on est tous enfermés, on ne voit personne, on est toute la journée devant soi-même, et Walter me parle. Et il me parle, et je suis déjà bouleversée de recevoir cette communication qui me handicape, je suis bouleversée, je n'ai pas envie d'avoir cette communication. Je ne veux pas avoir un nazi qui me parle, même de l'au-delà. Alors, il n'est plus nazi, c'est un homme dans la lumière, mais je suis très très dérangée, perturbée. Je ne sais pas à qui en parler. J'en parle à mon éditeur, qui est un homme extrêmement pieux, extrêmement... qui a la foi et qui me dit, écoute, et pour moi c'est difficile. Et Walter, je le juge, je suis jugeante. Je crois que j'ai beaucoup changé depuis lui, il m'a fait beaucoup changer. Cette expérience m'a fait complètement changer. J'étais jugeante, c'est-à-dire que je disais non, je ne veux pas vous entendre parce que vous habitez des gens, je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas que vous fassiez partie de ma vie, je veux quelqu'un d'autre, j'aurais voulu avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un choisi sur un catalogue, un petit peu à la mode d'aujourd'hui. On choisit son ange gardien, suivant à la mode des catalogues. Et non, il me dit, c'est moi, mais il me dit, mais qui croyez-vous avoir été pour être aussi jugeante avec moi? J'ai été ça, mais j'ai été autre chose avant, et puis je serai autre chose après, puisque l'homme ne cesse de changer. Mais qui croyez-vous avoir été? Vous croyez avoir été une sainte femme avant? Vous croyez que vous avez eu des vies extraordinaires? Voulez-vous que je vous dise ce que vous avez fait avant d'être là aujourd'hui? Et là, j'ai pris peur. Pourquoi? Parce que je suis seule chez moi, parce que je suis confrontée à cette expérience sans pouvoir la partager, je ne sors pas, je ne peux pas la partager, je ne peux pas aller me divertir à la terrasse d'un café ou voir des copains ou discuter d'autre chose. Je suis matin et soir dans cette expérience et je me dis, s'il me révèle des choses épouvantables que j'ai faites, et j'ai dû les faire, je ne pourrai pas vivre avec ça. Ça va être compliqué pour moi. Donc je ne veux pas le savoir et je fuis. Mais en fait, oui, c'est vrai que de toute façon, le principe de l'incarnation, c'est de plus souvenir ce qu'on a fait. Exactement. Et je me dis, c'est pour ça que je ne suis pas très branchée sur les vies antérieures, parce que je me dis, si on est avec l'amnésie de la vie antérieure, c'est qu'il faut les oublier. Parce qu'il ne faut que se concentrer que sur cette vie-là. Chercher ces vies antérieures à tout prix, c'est aussi une manière, pour certains, pas pour tous, d'esquiver sa propre vie, de chercher ailleurs ce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui, de contourner un ennui,
ou une sensation d'inutilité. Si on vous dit que vous avez été, je ne sais pas moi, parce que tout le monde aujourd'hui a été au moins pharaon, et tout le monde a été roi ou reine, donc si je vous dis que vous avez été un pharaon dans l'Antiquité, ça vous donne une espèce d'importance que vous n'avez pas. Enfin, je veux dire, pas oui. vous, pas toi, mais Oui. voilà, les gens. Non, je veux dire, il y a Oui. des gens qui n'ont pas de vie. Oui, Et se disent, si je découvre une vie antérieure très importante, oui, ça ça va me revalorise, permettre ça. de me remettre, de me revaloriser. Faut-il Ouais. aller chercher dans l'inconscient, et l'inconscient sous hypnothérapie ne refourgue pas que des vies antérieures. Oui, ça, parce que tu as eu l'expérience Bien justement sûr. de Russe. Oui, c'était des mémoires en fait. Des mémoires. Et en fait, c'était quelqu'un où j'ai pensé que c'était une entité qui m'avait raconté son... Ouais, c'est souvent des entités qui vous racontent leur histoire dans les hypnothérapies, dans les séances d'hypnose, pardon. Ouais. Et donc moi, je trouve qu'il est bon de ne pas savoir. Et là, il est prêt à me le dire et je dis non. Parce que d'un seul coup, je dis, il va falloir que je vive avec ça. Alors déjà, je vis avec un SS qui me parle de l'au-delà. Et s'il me dit que j'ai tué des gens et que j'ai été un monstre auparavant, ou un serial killer, ou je ne sais quoi, je ne sais pas. Mais Ouais, comment ça je vais vivre restera. avec tout ça, ça vient beaucoup. Ouais. J'ai dit non, je ne veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Et je ne veux pas le savoir. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu le savoir? La curiosité, mais je dis parce que vous ne vous rendez pas compte dans quel état j'étais. Et comme c'était déjà troublant de subir tout ça, et comme je n'aurais pas pu subir autre chose. Donc, c'était mieux comme ça. Voilà. C'était mieux comme Voilà. ça, je Oui, crois. il y a certaines choses qu'il faut... Voilà, d'accord. Voilà, qui ne sont pas utiles, et ça me permet de me concentrer sur ma propre vie aujourd'hui. D'accord. Alors, tu nous dis souvent en fait, que la plupart des événements forts de notre vie ils sont prévus. C'est aussi le cas pour les gens qui perpétuent crimes, destruction. Est-ce qu'on est pour devenir assassin ou alors Non. on choisit ou... Non, on faillit. On faillit. Oui. Et est-ce que oui. c'est prévu qu'on faillisse Il y a tout, il y a le plan B pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que toi, Aurélien, là, tu es en train de me parler gentiment, mais si tu décides de te lever de ta chaise et de me poignarder, ils auront prévu le plan B. C'est-à-dire que tu as toujours un libre arbitre. Mais dans ton libre arbitre, ce qui est prévu, c'est le plan B. C'est-à-dire, que va faire Aurélien? Est-ce qu'il va finir l'interview gentiment ou est-ce qu'il va se lever et la poignarder? Il pense que tu vas finir l'interview, et moi j'espère en tout cas, gentiment. Mais si d'un seul coup tu te lèves et que tu me poignardes, ils auront écrit le plan B. Et alors ça va devenir une autre partie de ton destin possible. Car il y a des possibilités dans ton destin. Il y a des écritures qui vont s'activer en fonction de ce que tu choisis. Du libre arbitre. Absolument. Voilà, et donc c'est toujours écrit. Ouais. C'est toujours écrit. Quel que soit ton choix, on ne naît pas pour devenir assassin. D'ailleurs, quand Walter, quand je lui dis, mais vous avez tué des gens, il me dit, mais moi, quand je suis devenu SS, je ne l'ai pas fait, je pensais que c'était le juste chemin, puisque c'était pour une société meilleure. On nous débarrassait de ce qu'on nous avait présenté comme étant des parasites, des cafards, des gens qui nous rendaient malheureux. On allait se débarrasser, c'est ça ce qu'il explique. Je ne l'ai pas fait pour faire du mal, je l'ai fait pour faire du bien. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était horrible. Et est-ce que ça ne nous arrive pas parfois de faire des choix en disant, ce jour-là, j'ai cru faire bien, et je me rends compte que j'ai fait une énorme bêtise, alors évidemment pas de cet acabit qui a coûté une Shoah avec 3 millions ou plus même de morts, 6 millions de morts, mais on fait quelquefois des erreurs, ne se rendant pas compte qu'on les fait au moment où on les fait. Il faut toujours peut-être être un peu... avoir un recul par rapport à nos actions, parce qu'en fait, on n'est jamais être trop sûr de... On est sûr de rien, au final. Et puis, la vie, c'est une évolution. Avant d'être ce que nous sommes, nous avons été quelqu'un d'autre, qui savait moins de choses. On apprend au fur et à mesure que nous vivons. Et plus nous vivons, plus nous apprenons, plus nous changeons. Et quelquefois, celui que nous sommes, moi, la vieille femme que je suis aujourd'hui, regarde la jeune femme que j'étais, et je me rends compte que j'étais une jeune femme qui était terrible parfois, très dure, très, très impitoyable, qui a fait des tas d'erreurs. Des choses que je ne referai jamais. Mais c'est trop tard, elle est passée, celle-là n'est plus, celle qui est là, elle a changé. La rédemption, le changement, on a le droit de changer. On a le droit de changer, rien n'est inscrit dans le marbre. Nous sommes sur Terre et dans l'espace pour changer en permanence. Donc c'est un peu l'autre question qu'on avait derrière. Est-ce qu'il y a certaines âmes, mais alors tu vas me dire, non, on va changer forcément, certaines âmes restent bloquées à jamais. Tu vois, Walter s'en est sorti parce qu'il a pas... Mais est-ce qu'il y en a qui restent bloqués à jamais ou... Alors, à jamais, je ne sais pas, parce que le à jamais n'existe pas. Très longtemps, oui, il y a des âmes qui restent bloquées.
En fait, elles restent bloquées jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'elles sont dans l'erreur ou qu'elles ont une possibilité d'en sortir. Donc c'est la prise de conscience. C'est la prise de Mais dans conscience. tout, en fait, au final, même dans toute évolution. Dans toute On en évolution, discutait tout à l'heure. exactement. Qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, c'est la prise de conscience qui fait que nous avançons. C'est le Eureka. J'ai trouvé, ah mais c'est donc ça. C'est ça, c'est la lumière qui vient d'un seul coup parce qu'on y réfléchit. Mais elle ne vient pas comme ça, la lumière. Elle vient parce qu'on y réfléchit. Pourquoi on sait des choses qu'on ne sait pas avant? Parce qu'on s'est posé des questions. Et qu'avant de se les poser, on ne savait pas. Je dis, si on veut avoir des réponses, il faut se poser des questions. Mais se poser des questions en permanence. Les réponses arrivent tout le temps. Mais elles n'arrivent pas au moment où on les attend. Hein, parce qu'il n'y a pas de programmation dans le temps. Il n'y a que l'homme qui programme ses emplois du temps. Mais le temps, lui, n'existe pas, donc il n'y a pas de programmation. Mais les réponses arrivent toujours. Il faut toujours se poser les questions. Je vous assure que jusqu'à présent dans ma vie, toutes les questions que je me suis posées sur des choses les plus incroyables ont eu leur réponse. Arrivées quelquefois 20 ans après, mais arrivées. Et elles arrivent au bon moment. Car ce n'est pas la décision qui est importante, c'est le timing de la décision. C'est le moment où vous allez prendre votre décision. Et quand une voyante vous fait les cartes, elle vous dit, il va arriver ça. Quand? Je ne sais pas. Car le temps ne peut pas le voir. On dit à peu près 6 mois, mais on ne sait pas. Parce que la chose arrivera quand vous serez prêt. En fait, les choses arrivent quand nous sommes prêts. Quelquefois, nous disons, « Oh, c'est dommage, c'est arrivé avec retard. » Non. C'est arrivé au bon moment pour vous. Tout est toujours parfaitement... Tout est parfaitement synchronisé. Tout ce qui est bon pour nous ne correspond pas forcément à tout ce que nous désirons, ça on le sait, mais les choses qui arrivent doivent arriver en temps voulu. Il y a des grandes étapes dans notre vie, des grands changements. Il y a des grands changements. Celui qui reste dans une parfaite égalité depuis sa naissance, ça n'existe pas. Ou alors celui qui n'évolue pas, c'est une catastrophe. Celui que vous retrouvez au bout de 40 ans et qui est toujours le même et qui n'a pas bougé d'un iota, c'est quand même très inquiétant. On change et on tourne des pages. On tourne des pages de sa vie, on ferme des chapitres qu'on garde précieusement, mais on ferme des chapitres et on évolue. Et on évolue en temps voulu. Si vous regardez un thème astrologique, vous verrez que les étapes sont prédéterminées déjà. Donc on sait qu'on va devoir changer. Et comprendre, et admettre, et accueillir les réponses qui arrivent au moment où elles arrivent. D'accord. On a parlé tout à l'heure en fait des régressions hypnotiques en fait. Oui, on voulait savoir en fait comment tu sais justement si tu as vraiment eu accès à une vie antérieure ou alors si c'est juste une mémoire. C'est quoi la Alors la différence, c'est une sensation. C'est une sensation, c'est une information intérieure très forte. Quand j'ai fait cette régression hypnotique avec cette équipe, où je me retrouve dans les années 1820 en Russie, je me vois alors dans le reflet d'une vitre. Comme là, je me regarde, je vois que je suis un grand russe blond, et je suis habillé en soldat, et je vois mes mains, je suis un homme, et j'ai un cheval, je tiens mon cheval par la bride, et je marche dans des rues boueuses, et je revois tout le film, hein, je ne l'ai pas oublié, des rues boueuses, je suis en Pologne, et il y a des petites maisons basses avec des paysans, il y a des cochons dans les ruelles, et moi je marche, et j'ai un collègue qui est à côté, un autre militaire, russe aussi, on parle russe tous les deux. Il a un cheval, et nous on est quand même à terre, et on marche. Et je vois, et je dis en même temps à l'équipe qui m'assiste, je dis, je suis russe, je suis blond, je suis à cheval, et qui êtes-vous? Et on me pose des questions, et je dis, je suis le fils de, j'ai oublié le nom, je ne sais plus, je m'appelais Nicolaï, mais je ne sais plus mon nom de famille. Je dis qui est mon père, je dis que je suis dans l'armée du tsar, que mon père aussi était dans l'armée du tsar, et que je suis en Pologne, et que les Polonais ne nous aiment pas, etc. Et là, je raconte. Mais bizarrement, c'est bien moi que je vois, mais bizarrement, la sensation intérieure que j'ai à ce moment-là, c'est que je n'habite pas ce corps-là. Ce corps-là, je l'habite pour la narration. Il n'est pas moi. D'accord. C'est un ressenti comme, un signe que tu as. Tu complètement. sais si ça, voilà. Complètement. Et je sais, alors je vais livrer pendant 3 heures une narration parfaite, où je vais même parler un peu russe. Je vais raconter mon lieu de naissance, je vais me voir mourir, je suis tuée par les paysans, dans une grange, on est enterré dans la forêt, dans le bois, etc. Je raconte tout, mais je sais qu'à aucun moment, cette narration est à moi.
Je sais que je raconte la vie de quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Je ne suis pas cet homme. En revanche, quand j'arrive dans les années 2000, je vais en Israël avec mon mari. J'arrive à Saint-Jean-d'Acre. Je visite Saint-Jean-d'Acre. J'arrive devant Saint-Jean-d'Acre et là, tout à coup, j'ai une illumination et je dis à mon mari, à l'époque, je n'étais pas, enfin, j'étais à peine médium, je dis, c'est très curieux, je connais cette ville, je suis venue, je connais par cœur ici. Et je lui raconte la ville. Et mon mari me dit, mais comment tu peux me raconter ça, parce qu'on n'est jamais venu. Je connais Saint-Jean-d'Acre, j'y suis venue, j'y ai vécu, j'en suis sûre. Et je suis sûre que j'y étais. Ouais, c'est une intime conviction. À l'intime conviction. Je me suis revue dans les ruelles avec, là aussi avec mon cheval. Tu connaissais partout. Je connaissais partout. Et je disais à mon mari, maintenant on va prendre cette ruelle. À droite, on descendait là. Et je dis, là ils ont supprimé la ruelle. Ils ont mis autre chose, mais là avant on descendait vers là-bas et je l'emmenais. Et il me dit, mais c'est incroyable ce que tu me racontes. Je savais que j'étais venue. Tu crois que ça a un sens justement de revivre ça, tu t'es retrouvé là-bas pour que ça reconnecte quelque chose? Oui, bien sûr, aujourd'hui j'ai compris pourquoi. D'accord. Aujourd'hui c'est un sens, j'ai compris maintenant. Seulement maintenant quand je l'ai compris. Justement, quand c'était fait maintenant, que c'est cette année que j'ai compris pourquoi, dans les années 2000, je me suis sentie connectée et j'ai compris que j'étais là-bas et que j'étais un homme et que j'étais avec mon cheval et que j'étais un militaire à Saint-Jean-d'Acre. Et je le sais. En revanche, je n'ai jamais été le militaire russe parce que la sensation, elle est viscérale, elle vient de très loin. Et vous le savez, ça ne trompe pas, c'est viscéral, c'est profond, on ne peut pas l'expliquer. Et quand j'ai expliqué en me réveillant de ma régression hypnotique que ce n'était pas moi, ils étaient outrés. Mais comment? Mais vous rendez-vous compte? Mais je dis non, ce n'est pas moi, vous ne me ferez pas dire que c'est moi. Ce n'est pas moi, j'ai été en contact avec ou une mémoire akashique, dans la banque des mémoires existantes, oui. Cet égrégore de mémoire qui existe un petit peu partout, j'ai pris une histoire, j'ai été connecté avec une histoire et le film de l'histoire, ou alors, ça je ne le saurais pas, le défunt est venu me raconter son histoire. Et je pense que les défunts viennent souvent témoigner et vous raconter à travers, ils vous prennent et ils vous racontent à travers des images. C'est ce qui se passe souvent dans des enfants qui naissent en disant j'ai été, oui. Je suis réincarné, j'ai été un tel. Alors il y a peut-être des vraies réincarnations, il y a des enfants qui ont été occupés par des entités, parce que généralement très vite ils oublient. Ils oublient cette incarnation-là, c'est-à-dire qu'ils vous disent je ne m'en souviens pas comme de souvenirs, mais je m'en souviens comme un rêve. Parce que souvent ce sont des narrations qui leur sont racontées par des défunts. Ça j'en suis persuadée. Ouais, donc en fait il y a... C'est très important de bien faire attention à ce qu'on dit parce que justement, on ne prend pas tout pour argent comptant. Ouais, l'intérêt du paranormal, l'intérêt de toutes ces manifestations, c'est de savoir les étudier. C'est de ne pas prendre les choses pour argent comptant, de ne pas gober n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi, mais de bien réfléchir à ce qu'on ressent et de bien s'approprier les choses et ne pas se faire convaincre par l'autre que c'est ça. Il y a personne ne peut vous convaincre que vous-même que c'est bien ça. Si vous avez cette certitude, vous l'avez, personne ne peut vous l'enlever. Mais on ne peut pas vous convaincre. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose de personnel. Intime, voilà. C'est intime. Comme le chemin spirituel. Absolument, absolument. Absolument. Voilà. Absolument. Dans ces régressions, en fait, alors, quand c'est une vraie régression, c'est souvent des régressions sur des vies humaines, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des régressions sur des vies non humaines, un peu extraterrestres alors ça c'est possible, hein, c'est possible. Mais est-ce que tu as vente ça alors sur les régressions comme ça, moi je n'en ai pas entendu parler, mais peut-être qu'il y a ces expériences-là. Mais l'hypnothérapie, je connais très peu, enfin je l'ai pas pratiqué sur les expériences de vie non humaine. En fait, qu'est-ce que c'est que la vie non humaine? C'est quoi? Nous sommes un souffle, nous avons pris une apparence humaine, mais ce n'est qu'une apparence, notre corps humain. Le souffle qui est dedans peut très bien aller dans une apparence non humaine. Ouais, voilà. Donc, il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut. Je pense que dans l'univers, il y a des tas de formes de vie qu'on peut incarner, enfin qu'on peut occuper de la même manière, en fonction de notre évolution, évidemment. Je pense qu'il va être difficile, je pense que par exemple, pour les animaux, je pense qu'il est difficile pour un humain d'incarner un animal, parce que nous ne sommes pas sur la même forme d'évolution. Donc c'est très compliqué de comparer les choses.
C'est très compliqué de pouvoir faire un parallèle entre les deux choses, puisque nous sommes là pour être complémentaires, mais nous ne sommes pas là pour vivre les mêmes évolutions avec les animaux. Nous ne sommes pas dans les mêmes évolutions, c'est comme ça. C'est comme ça. Les humains ont choisi d'être humains parce que ce souffle est très particulier. Nous sommes dans des souffles d'incarnation très très particuliers. Et peut-être qu'on a habité d'autres corps dans d'autres formes et dans d'autres dimensions. C'est tout à fait possible. Maintenant, on n'en a pas souvenir. J'ai pas lu de témoignages, mais je ne connais pas tout. Peut-être y a-t-il des témoignages de ces choses-là. Mais Ouais, pourquoi pas? Moi je dis qu'il y a une infinie oui, possibilité. rien n'est impossible. Il n'y a pas de loi. Non. Il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune loi. On ne peut pas dire, je lisais encore hier quelqu'un qui disait sur un réseau social, qui disait, oui, on ne peut communiquer avec les gens qu'au bout de 6 mois, après Oui, leur mort. Mais qu'est-ce que c'est que ces lois à la gomme? Mais non, on ne peut pas communiquer au bout de 6 mois. Non, non, pas du tout, on peut communiquer tout de suite. Il y a des gens qui meurent au moment où ils partent, ils viennent communiquer avec vous, puis d'autres qui partent, qui ne communiqueront plus jamais avec vous. Parce que tout dépend de ce qu'ils ont à faire, de leur volonté, de leur évolution, de ce qu'ils ont le droit de faire. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, le temps n'existe pas. Comment on pourrait mettre un laps de temps entre le fait de mourir et le fait de vouloir communiquer? Il y a des gens qui ne peuvent pas communiquer tout simplement, qui n'y arrivent pas, et puis qui se disent que l'autre n'a pas besoin de ça, parce qu'il le sait au fond. Ouais. Parce qu'il le sait. C'est comme ça. Si vous savez la vie après la mort, le défunt, il ne va pas venir essayer de vous montrer qu'il est là. Ils se disent, ils le savent. Oui, donc moi, pourquoi je vais prendre toute mon énergie pour redescendre dans cette fréquence-là, alors qu'ils le savent? Je sais qu'ils viendront, qu'ils viendront me rejoindre, donc il n'y a pas... Voilà, ils savent. C'est ça aussi, il faut bien comprendre que dès que vous êtes en contact avec cette information de l'après-vie et que vous le savez, il y a peu de chances pour que vos défunts viennent vous faire coucou. Oui, par contre, ils vont essayer avant, il n'y a pas nécessité. Il n'y a pas nécessité. Parce qu'il faut qu'ils redescendent dans une fréquence qui est quand même pas beaucoup. Très agréable. Mais tu avais dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est plutôt à nous de nous élever que mais oui, être... c'est à nous de nous élever en permanence, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est une autre paire de manches. Là, parce que là, on patine un petit peu dans la semaine. On patine beaucoup depuis le Covid, je trouve qu'on a une régression. Alors on parlait de régression, il y a une régression des bons sentiments quand même, c'est en train de repartir en arrière. On est dans un tumulte, c'est vraiment survivre dans le tumulte en ce moment, on est vraiment dedans. On est parti pendant plusieurs années comme ça, il va falloir qu'on tienne le coup parce qu'on est parti pour un bon nombre d'années comme ça. Voilà. Essayer de trouver la voie et essayer de se battre contre l'angoisse et l'ignorance, parce que c'est ça nos deux ennemis. En fait, le véritable ennemi, c'est pas le vaccin, c'est l'angoisse et l'ignorance. C'est ça le véritable ennemi aujourd'hui. Et quand on aura commencé à pallier ce genre de problème, je pense qu'on sera beaucoup mieux dans notre peau, on n'aura plus besoin de se battre contre des moulins, quoi. On est un peu devenus des Don Quichotte. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, là, souvent, alors, par rapport au temps, tu nous as parlé en fait de 25 ans justement pour qu'on puisse un petit peu se... Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ça justement? Quelles vont être les étapes? Parce qu'en fait, on se dit... Il y a une chose qui avait été dite par pas mal de gens, dont Edgar Cayce, je ne sais pas si tu as entendu parler d'Edgar Cayce. Edgar Cayce, c'est quelqu'un qui était, c'était un homme, un Américain qui a eu des capacités extraordinaires qui se sont développées très vite. Il était photographe, lui. Puis il a eu cette capacité d'avoir des trans où il avait des informations incroyables. Il voyait les vies antérieures des gens, alors lui, il les voyait. Il voyait toute leur vie antérieure et il leur expliquait pourquoi ils vivaient cette vie-là aujourd'hui. Mais ça s'est passé dans les années 40. Et il est mort assez tôt d'ailleurs. Et Edgar Cayce, lui, avait vu que dans les années que nous vivons, il y aurait une scission. Il dit les gens vont se scinder en deux. Ça ne sera pas une guerre telle qu'on peut l'imaginer, il y aura une scission dans la foi. Mais pas dans la foi religieuse. Dans la foi, en général, il y aura des gens qui seront dans la spiritualité, en général. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité en général. Et d'autres qui n'y seront pas. Il y a aussi ceux qui se croiront dans la spiritualité et qui n'y seront pas. Et ceux qui ne diront rien et qui auront un vrai chemin de spiritualité. Il y aura une scission. La scission, elle a démarré. Ouais, alors, on le ressent. Vax anti-vax, c'est une anecdote, mais elle prend cette forme-là. Parce que la scission, elle a démarré. Et on va avoir une scission, non pas vax anti-vax, parce que ça, je disais, c'est vraiment le prétexte, mais c'est dans l'ère du Verseau qui arrive,
de ceux qui vont avoir un vrai chemin et ceux qui auront un chemin de fausse lumière et qui vont se croire dans la lumière en allant contre le mur. Edgar Cayce en parlait déjà. Il l'avait déjà prédit. On va avoir des années d'affrontement, puisque aujourd'hui, ce qui s'est passé, en fait, voilà ce qui s'est passé. On a eu un Moyen-Âge qui a duré très longtemps. Jusque dans les années 50, on était encore sous le joug d'une morale, ici dans notre pays, d'une morale catholique, mais qui donnait quand même une espèce de règle de vie, de bienséance, de valeurs, de choses comme ça. Et puis, le catholicisme s'est enfui parce qu'on a pensé à la liberté de penser, la liberté de choisir. Et ce côté un peu, j'allais dire, libertaire, parce que on est devenu un peu des libertaires, avec j'ai droit, et j'ai pas envie, et j'ai droit, a donné une société qui a voulu, où chaque être a voulu devenir son rêve. Mais son rêve, en fait, est devenu son cauchemar. Je m'explique. Il y a eu Andy Warhol qui disait « Tout être a le droit à son quart d'heure de célébrité ». Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut avoir son heure de célébrité. C'est pas pour autant que ça a rendu les gens heureux et intelligents. C'est pas pour autant que la perte des valeurs et ce côté libertaire et individualiste, parce que c'est l'individualisme qui prône, c'est-à-dire je m'occupe de moi. On parle d'amour de soi et on entend égoïsme. On parle d'amour de soi et on entend individualisme. Les gens se sont trompés. Il y a une mésinterprétation de ce qui est dit quand on parle justement de spiritualité. On est dans une société individualiste, libertaire, qui choisit des choses qu'elle croit essentielles qui ne le sont pas, et qui est en train de se séparer. Alors le Covid a accentué tout cela. Chacun est en train de se séparer de l'autre. Mais pas pour être meilleur, pour exacerber ces sentiments de haine. Parce que je ne dis pas, c'est pas le virus du Covid qui est arrivé, c'est le virus de la haine. Moi, je l'appelais le virus de la chance et c'est le virus de la haine. La haine s'installe. Il y a une exacerbation de la haine. Les mauvais sentiments sont en train de faire surface partout. La violence est en train de monter. On va avoir quelques années de purge comme ça. Et qui purge quoi? Quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on a, au fond de nous qui doivent ressortir? Quelque chose qu'on a accumulé. Vous savez, souvent on dit que les égrégores que nous nourrissons tout autour, Walter en parle de l'égrégore nazi par exemple, qu'on a nourri, qui est toute une tête, qu'il faut désactiver parce qu'il y aura toujours des nazis dans ce monde tant qu'il y aura un égrégore nazi. Tant qu'on parlera d'Hitler, il y aura toujours des gens quelque part qui lui voueront un culte. Donc il faut désamorcer les égrégores. L'égrégore de violence, l'égrégore de haine, l'égrégore de racisme, il est là. Donc, on a eu le racisme anti-noir, on a eu le racisme anti-arabe, maintenant on a le racisme anti-blanc. Le racisme se convertit mais ne bouge pas, et les égrégores restent à leur place. Et on a aujourd'hui une exacerbation de tous ces sentiments qui sont en train de monter, puisque le monde est de plus en plus peuplé, nous sommes de plus en plus en mixité, avec des gens qui veulent tous s'exprimer, donc on a aujourd'hui une expression multilatérale de toutes sortes de choses qui font que tout explose, dans tous les sens, et que ce n'a plus ni queue ni tête, ce n'est plus qu'une explosion. Il y a des choses nécessaires. L'explosion est nécessaire de toute façon, parce que je pense que... C'est arrivé à un paroxysme. Oui, on arrive à un paroxysme. Le Covid, ce confinement, ce Covid, ça a été un booster pour ça. On sait qu'on est dans le changement. Tout le monde savait, les médiums savaient que 2020, ce serait l'année du changement. On ne savait pas ce qui allait arriver, mais on savait que quelque chose allait arriver de fort. C'est le changement. On est en train de booster tout ce qu'il y a de plus terrible, de mauvais sentiments, jusqu'à ce qu'on s'en épuise. On va s'en épuiser. Mais en 25, tu dis 25 ans. Il faudra une vingtaine d'années. Ouais. Parce qu'il va falloir faire le tour de la question. Et avant de s'en épuiser, il va falloir que les gens se rendent compte que c'est comme ça. Les vieilles générations s'en rendent compte, les nouvelles générations s'en rendent moins compte, enfin moins vite, et il va falloir faire le tour de la question. Ça prendra du temps. On va expérimenter des choses qui ne vont pas fonctionner.
il va y avoir de véritables faillites. Mais derrière ça quand même, ce qu'il faut dire, c'est que ça évolue. Donc il y aura un renouveau, parce qu'il y a un turnover permanent, il ne faut pas croire qu'il y a un déterminisme là-dedans, il y a un turnover permanent. Il y a une lumière qui va venir, qui va repoindre son nez, et qui va remonter, nous réinstaller quelque chose qui sera tenable. On est en train on va dire de nettoyer, de purger, tout est dit, tout est fait, le plus grotesque, le plus insupportable, le comble de l'ignorance, le comble de la vulgarité, le comble de la haine, le comble du racisme, le comble de la criminalité, tout est là. Tout est là et tout exprimé. Parce qu'il y avait beaucoup de choses au Moyen-Âge, mais on n'exprimait pas, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un activateur de tout ça. C'est un activateur. Et quand ils sont nés, on trouvait des gens qui étaient politiquement corrects sur les réseaux sociaux. Puis plus ça a été, plus maintenant on trouve du n'importe quoi. Ça explose. C'est une poubelle. C'est une chose où tout le monde exprime tout. Il y a des choses formidables, puis il y a des choses épouvantables. Et je pense que tout ça, il va falloir que ça continue jusqu'à ce que le champignon atomique qu'on a déclenché retombe tout doucement et qu'on revoie poindre une société différente derrière avec quelque chose qui sera plus de l'ordre de la vraie spiritualité. Je pense que derrière ça, une fois qu'on aura écumé les marchands du temple, toutes ces choses abominables que l'on voit partout, moi je dis abominables parce que c'est vraiment du n'importe quoi, je pense qu'il y aura vraiment des choses intéressantes qui vont repoindre, des choses profondes, des choses étudiées, des choses vraies, des choses qui ne seront pas des produits marketing, qui ne seront pas des choses superficielles et du make-up, qui vont repoindre et qui vont reconstruire la société. Et comment on peut se préserver de tout ça, de ce magma en fait? Comment Parce qu'en fait, tu cherches la spiritualité, tu tombes sur les réseaux sociaux, tu tombes sur des trucs qui te... Alors, sur les réseaux sociaux, je crois qu'il est inutile de chercher la spiritualité désormais. Je pense qu'on ne la trouve plus. C'est des rencontres que tu vas faire. C'est des rencontres avec des groupes. Je pense qu'on a la chance de pouvoir rencontrer des gens, en fonction de ce qu'on fait, des gens qui partagent la même chose que nous. Et c'est des partages d'idées, des partages de mentalités, des partages de chemins, des recherches ensemble, des échanges qui vont faire qu'on va tenir le coup par petits groupes. Je crois beaucoup aux petits groupes qui vont s'entraider. Mais il va falloir être patient. Ça va vite pourtant, hein, on évolue très très vite. Oui, parce que 25 ans, c'est rien. Au final, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais ça va aller vite à l'intérieur. Il va se passer beaucoup de choses en 25 ans. Ouais. Beaucoup de choses. Parce que même déjà, je veux dire, on sent qu'on évolue en une année, on sent qu'intérieurement, ça brasse tellement de choses. Ça va très vite, ça va très vite, ça va aller très très vite. Puis dans 25 ans, on va arriver à quelque chose de plus construit, de plus paisible, de plus... Alors je ne veux pas dire que ça sera mieux. Ça sera différent. Notre société, en fait. Mais parce que souvent les gens, quand je parle de changement, il y a vraiment on ne s'est pas bien entendu avec beaucoup de gens qui me disaient ça va changer, donc ça va être bien, donc ça va être la paix, ça va être l'amour. Mais non, pas du tout. Ça va changer, je n'ai pas dit que ça serait mieux, ça sera différent. La paix dans le monde, non, ça n'existera jamais. Parce qu'on est là dans ce monde pour expérimenter. Ben oui, et puis ça n'existera pas. Parce que l'homme est belliqueux par essence. Et il est paisible par essence. Donc, il est paisible, mais comme tous les animaux qui se font la guerre pour leur territoire, l'homme se fera la guerre pour son territoire. Tant qu'il sera sur Terre, il n'y aura jamais ce partage utopique que l'on voit, qu'on espère aujourd'hui, qui n'existera pas que dans l'esprit de quelques personnes qui sont idéalistes. Ça n'existera pas. L'amour, certains seront capables de le créer, mais d'autres non. Parce que tout simplement, ils ne sauront pas ce que c'est. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Donc demander à des gens de produire de l'amour quand ils ne savent pas aimer, parce qu'ils n'ont jamais été aimés, c'est compliqué aussi. Donc, ça n'existera jamais tel que l'on peut imaginer. Il y aura toujours cette société avec ses fondamentaux, mais il y aura d'autres attitudes. D'autres attitudes qui seront plus profondes. On va revenir à une profondeur, mais il faudra attendre 20 ans pour revenir à une profondeur. On est dans un monde de bulles et de superficialité. Et c'est cette superficialité, ce côté un peu make-up, filtre, maquillage permanent, comme sur les réseaux sociaux. En fait, on est à l'image des réseaux sociaux. On est filtré, on est maquillé, on est dans les fakes, on est là-dedans. Et les gens, maintenant, se contentent de ça. C'est-à-dire que le fake, le filtre sur un visage sur Internet, c'est tellement plus joli que d'avoir un visage ridé. Donc on met des filtres et on croit à l'image qu'on est en train de mettre. Et c'est ça le problème. Il y a plein de gens qui se prennent en photo avec des filtres, et qui se voient et qui s'imaginent
comme ils se voient sur la photo et qui ne s'imaginent plus tels qu'ils sont. Il en est de même pour l'amour. Il y a des gens qui vous disent « moi j'ai tellement d'amour en moi ». Ils n'ont pas un brin d'amour en eux. Mais ils s'imaginent qu'ils ont de l'amour parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils se mentent en fait au final. Ils se mentent parce qu'ils pensent que l'amour c'est bien-être. Ouais. J'ai beaucoup d'amour tant que je vais bien et tant que je n'ai pas à partager quoi que ce soit. Mais le jour où quelqu'un a besoin de quelque chose, je ne suis pas là, je n'ai pas d'amour, parce que chacun pour soi. Hein. C'est ça. Et en fait, on est à l'image des réseaux sociaux, on est dans une espèce de filtre permanent, où on ne s'avoue jamais, on ne se regarde jamais en face. C'est pour ça qu'il est temps, comme je l'ai dit dans Survivre dans le tumulte, de faire de l'introspection et d'aller chercher tout au fond, tout ce qui n'est pas terrible en nous, et de sortir tout ça. C'est le moment. Et pendant cette période-là, c'est de découvrir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on va révéler en nous, ce qu'on a envie de vivre, de le vivre pleinement, avec des gens qu'on a choisis, et puis de s'écarter un tout petit peu du monde. Et c'est ça l'introspection en fait, au final c'est vivre ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que l'introspection Sans en fait, tenir compte de ce qu'on produit sur les autres, et sans tenir compte de la vie des autres, tant qu'on ne leur fait pas de mal, évidemment. Évidemment, si je dis je me fous des autres, moi je fais ce que je veux, mais je prends leur place et je me gare sur leur emplacement parce que j'en ai rien à faire, ça c'est autre chose. Non, je dis tant qu'on respecte les autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent de nous. Parce qu'on est toujours dans cette espèce de besoin de plaire. On a tout le temps envie de plaire, mais on est tous pareils. Et quand quelqu'un dit du mal de soi et qu'on vous répète, on dit « Ah, mais pourquoi il ne m'aime pas, c'est drôle ». Et on ne supporte pas qu'on ne nous aime pas, comme si on devait plaire à tout le monde. Mais non, qu'importe. Il faut finir par se dire qu'importe. La vie, c'est la vérité. Il y a toujours des gens qui ne nous aimeront pas, puis des gens qui nous aimeront bien. Et puis on aura toujours des vrais amis, des faux amis. Mais qu'importe. La vie, ce n'est pas de s'occuper de ça, c'est de continuer d'avancer, de comprendre, de s'instruire et d'aller là où on doit aller. En fait, c'est de ne pas perdre de vue son chemin. Alors, Patricia, on a une autre question. On a une question en fait aussi qui est revenue assez souvent là, dans le groupe. C'est en fait le docteur Lang. Que devient le docteur Lang et que devient Marcellus aussi? C'est souvent. Le docteur Lang, il est toujours dans l'au-delà, il est toujours dans ses recherches. Quelqu'un qui n'arrêtera pas de rechercher toujours cette manière et de perfectionner les liens qui peuvent exister entre sa dimension et celle-ci. Parce que c'est soigner dans sa dimension qui l'intéresse et trouver des fluides assez efficaces pour pouvoir soigner les gens d'ici. Alors moi j'ai un petit souci avec le côté guérisseur, c'est que profondément je ne suis pas une guérisseuse. Le docteur Lang m'a expliqué que, évidemment, sa condition sine qua non, c'était premièrement que je ne perçoive pas d'argent, mais ça c'est ce qu'il a toujours dit. Deuxièmement, que je ne revendique pas le fait de soigner, car c'est lui qui s'occupe de tout de l'autre côté, mais ça on était d'accord. Mais aussi qu'avant, et c'est là la difficulté pour moi, avant de prendre en charge quelqu'un qui veuille se faire soigner, comme le faisait Chapman, son médium à l'époque, c'est qu'il demande si, on lui demande si la personne peut passer par ses soins ou pas. Parce que lui dit, mais il y a des gens, je ne peux rien faire. C'est déjà trop tard. Et il arrive même de dire, quand on m'a soumis le cas d'une dame à l'hôpital, un médecin m'avait appelé pour me soumettre le cas d'une dame qui était hospitalisée à Lyon, le docteur Lang me dit à ce moment-là, elle est morte, elle est déjà partie. Je le dis au médecin et il me dit, mais non, pas du tout, elle est à côté de moi, elle est vivante, elle n'est pas partie. Et Lang me dit, si, elle est déjà partie, elle est déjà de l'autre côté. Elle respire, mais elle est partie. Et il s'avère que la dame est morte 1 heure après. Et le médecin m'a rappelé, il me dit, effectivement, elle est morte 1 heure après. Donc Lang me dit, mais non, c'est pas la peine. Là, ça ne passe pas par nous. Mais qui est-ce qui est chargé de le dire? C'est moi. Et moi, j'ai un gros souci avec ça. C'est-à-dire que je ne me vois pas dire à des gens, non, désolé, ça ne passe pas par le docteur Lang. C'est quand quelqu'un souffre, qu'il vient chercher une amélioration dans son état, je ne vois pas comment je pourrais dire ça. Parce que la personne me dit, mais essayez au moins. Mais sauf que Lang, il dit, on n'essaie pas. On sait qu'on ne doit pas, ou qu'on ne peut pas, ou que c'est la fin, ou que c'est le destin. Et il a bien appuyé sur le fait que le destin était déjà inscrit dans beaucoup de choses et qu'on ne perd pas
son énergie et l'énergie de l'au-delà sur quelqu'un qui est de toute façon en train de partir ou qui veut partir. Il y a aussi une autre chose qui est importante. Un jour, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit j'ai un cancer assez grave, mais j'ai 3 enfants et je ne veux pas partir. Et Langue me dit mais elle veut partir. Elle ne fait que de vouloir mourir dans sa tête. Elle a provoqué son cancer. Elle l'a décidé. Et moi, j'entends ça, mais je ne peux pas dire ça à cette femme. Et Langue me dit, mais dites-lui. Mais il me faut un courage épouvantable, j'allais dire d'enfer. Et je dis à cette dame, voilà ce que j'entends. On me dit que vous, au fond, votre souhait, c'est de partir. Et là, elle explose en sanglots, elle dit, oui, c'est vrai. J'ai toujours voulu mourir. Donc un jour, le corps a entendu, et Langue me dit, son corps a entendu. Ouais. Donc il peut y avoir une inadéquation entre ce Et qu'on oui, dit oui, et ce qu'on... oui. Voilà. Et il dit toujours, Langue dit toujours, ne vous mentez pas. Parce que la maladie, elle révèle ce que vous avez menti. La maladie révèle ce que vous avez menti. Et moi, je ne me sens pas capable de traduire cette pensée et d'être comprise par des gens. Je ne peux pas. Moi, je n'ai pas cette... Je ne suis pas une guérisseuse. Je l'ai fait, je peux le faire de manière expérimentale. Tu en as témoigné aussi. J'en ai témoigné, je l'ai fait. Il y a des cas qui ont été extraordinaires avec Langue. Extraordinaires. Extraordinaires. Il y a des gens qui ont été prolongés de 10 ans. Mais je ne peux pas, ce n'est pas ma vocation, je ne peux pas. Donc, Langue, si je l'appelle, je sais qu'avec son équipe, ils sont d'accord, parce qu'ils ont des médiums, ils ont d'autres médiums, beaucoup au Brésil, hein, beaucoup, parce qu'au Brésil, ils ont énormément de médiums. Il y a une ouverture qui est Ah oui, 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 il y a énormément de médiums au Brésil, ils travaillent beaucoup avec des Brésiliens. Mais moi, je ne me sens pas capable de passer mon temps à recevoir des gens, à faire de la... C'est une responsabilité que je ne peux pas prendre. Je ne peux pas la prendre, cette responsabilité-là. Donc je fais je donne des coups de main, un petit peu comme ci, comme ça. Mais je ne peux pas prendre cette responsabilité-là. Deuxième chose, Marcellus. Marcellus, je le trouve en pleine activité. C'est très curieux, parce que Marcellus va bien. Il est en pleine activité et je le trouve, il va bien et il donne beaucoup d'énergie. Mais autant il était dans un questionnement avec une espèce de, quand je suis arrivée, une espèce de frein dans ce que je faisais, aujourd'hui je suis sur un chemin qui ne l'intéresse plus et il me donne beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a des périodes pour certains esprits qui sont venus. Moi je comprends que Marcellus est venu ici pour une raison. Comme il me l'a dit, on est là pour une raison. Inutile de chasser les esprits de là où on va, parce qu'ils sont là pour une raison. Là, comme tu as accepté, il y a une sorte d'adéquation, une sorte de chose, synergie. Voilà, il y a une synergie, c'est-à-dire je lui parle, je lui envoie des pensées, des offrandes, des prières, et il me renvoie au centuple. Et on a fait des tests cet été avec une amie médium qui, avec moi, a communiqué, a vu, et on a fait des tests extraordinaires avec Marcellus. Il y a eu des réponses incroyables. Il est bien là, et il est bien présent, et il a repris de la force, beaucoup de force. Et lui, je travaille pas mal avec lui. Maintenant, chose que je ne faisais pas avant, je l'allie beaucoup à mon travail. D'accord, tu en tant que clerc, que prêtre mérovingien, mais prêtre néanmoins très chrétien. Il est dans le premier christianisme, c'est les premiers chrétiens. Il est dans un christianisme presque païen. Hein, il est dans un christianisme fort, tellurique, avec des ondes, avec du magnétisme, avec tout ça. Donc il est vraiment dans une vision, il est très productif actuellement. Donc oui, Marcellus, il va bien, et plus que jamais, je dirais, plus que jamais. Et puis il y a une chose aussi, c'est que comme j'ai fait une pause sur tout ce qui est communication pendant l'été, et que je me suis vraiment recentrée, il y a beaucoup de choses qui ont repris des forces. C'est-à-dire que, il est vrai que quand j'ai sorti mon bouquin, il y a 10 ans, avant, je faisais beaucoup plus de recherches, j'avais beaucoup plus de temps, je passais beaucoup plus de temps, puisque personne ne me connaissait, dans des recherches qui étaient beaucoup plus spirituelles. Et j'ai perdu, avec toute cette com pendant toutes ces années, j'ai perdu un peu le sens de ça. J'ai été beaucoup dans la communication, et qui est dans la communication n'est pas dans la profondeur et dans la recherche.
Et là, je prends du temps maintenant pour continuer mes recherches, pour m'extraire un peu du monde et continuer mes recherches. Et je trouve que tout reprend de la force quand on s'y adonne avec cœur et avec sérieux. D'accord. Tu veux qu'en demain... Oui, bon, on peut couper là, c'est pas grave, Oui. c'est jusque-là. Par rapport au prochain... Ouais, Oui. voilà. Bon, on a tous cette curiosité-là parce que tu nous dis que tu veux prendre du recul, que tu as envie de te recentrer sur toi. Mais est-ce qu'il va y avoir un nouveau livre? Est-ce que tu as quelque chose en prévision? Et si tu peux nous en dire un petit peu sans... Oui, bien trop sûr. Le nouveau livre, oui, oui, tout à fait. Pour l'instant, je suis en travail et c'est encore une phase de ma vie qui est, j'allais dire, qui est extraordinaire. J'ai quand même, vous savez, je trouve qu'on a la chance de vivre des choses extraordinaires. La vie vous retire des choses, elle vous retire des êtres. C'est vrai que j'ai connu beaucoup de deuil. Elle vous retire des êtres et d'une main, la vie vous retire, de l'autre, elle vous donne, comme si elle compensait en permanence. Oui, c'est vrai ça. Tout le temps, tout le temps. Et elle me donne et elle me met sur des voies. Même quand je fais rien, mais moi je suis toujours en lâcher prise. Donc comme je suis toujours en lâcher prise, c'est facile de me mettre sur la voie. Si j'étais dans le contrôle de ma vie, je crois que je ne verrais rien du tout et je serais dans le contrôle de ma vie. Je ne contrôle pas, je laisse venir. J'ai toujours une fenêtre ouverte pour la providence, c'est ce que je dis toujours. Je fais des choses, mais ma fenêtre est ouverte et la providence peut passer quand elle veut. Voilà, je l'invite à rentrer quand elle veut, avec des opportunités, ce qu'elle veut, je suis toujours là. Et en fait, il y a une chose qui est en train de ressurgir actuellement, mais qui est d'une force incroyable, ce sont les Templiers. Alors ces Templiers avec leurs fantasmes, parce qu'on a tous fantasmé sur les Templiers, on ne sait même pas qui ils étaient, on continue de comprendre que c'était des hommes qui protégeaient les chrétiens, qui faisaient des batailles, qui étaient banquiers, qui étaient agronomes, qui tenaient l'économie. Voilà. On ne sait pas trop en fait, c'était des soldats, etc., avec des armures, sur des chevaux, mais on ne sait pas trop. Et là, par tout un concours de circonstances que j'écrirai dans mon prochain bouquin, qui est en gestation. Voilà. Je raconte le secret des Templiers. Mais attention, ça ne s'appellera pas le secret des Templiers, parce qu'on a déjà, je pense, dans la littérature, quelques milliers de livres intitulés Secret des Templiers, où il y a beaucoup de Templiers, mais pas beaucoup de secrets. Là, on va aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qui étaient ces hommes-là et de qui tenaient-ils ce pouvoir et quel était leur pouvoir. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'était leur pouvoir. Je ne parle pas du pouvoir économique, je parle du vrai pouvoir, le pouvoir occulte, le pouvoir ésotérique. Et c'est là-dessus qu'on va aller, dans le prochain bouquin. Et je fais des découvertes extraordinaires. Ah, bon, on a en tout cas vraiment hâte de le découvrir. Je te remercie beaucoup, Patricia, pour cette intervention. Et c'est vraiment un cadeau que tu nous fais pour la chaîne. Et puis, merci mille fois. Et merci d'être ce que tu es. Et bravo. Ah oui, moi c'est ma première interview. Eh bien écoute, bravo, tu es un champion.